Merci beaucoup et bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, franchement, j'ai l'honneur de vous présenter mes recherches sur les questions frontalières entre la Chine et le Vietnam. Et ces questions sont très importantes pour le Vietnam maintenant. Et tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement monsieur professeur Michel Espagne et toute l'équipe de l'ENS, du Label Transfert et surtout, merci beaucoup à vos présentes. Ça m'encourage beaucoup. Alors, je commence ma présentation. Comme vous voyez, à cette occasion, je voudrais présenter une série de 3 conférences. Le premier, c'est l'histoire de la frontière terrestre sino-vietnamienne. Et je vais mettre héritage de l'époque coloniale française au Vietnam. La deuxième, c'est la question de frontières dans le golfe du Tonkin pour la séance prochaine. Et finalement, c'est la Chine, l'ASEAN et les frontières maritimes du Vietnam. On aura 3 conférences suivantes comme ça. Alors, la question que je voudrais aborder, c'est pourquoi m'intéresser sur certains sujets. En fait, on voit bien que les questions de frontières entre la Chine et le Vietnam jouent un rôle très important dans les relations entre la Chine et le Vietnam. Je peux me mettre comme ça. Et ces questions existent de façon permanente dans l'histoire des relations entre les deux pays. Un facteur de complexité supplémentaire des ingérences français, japonais et puis américaines. De plus, la frontière entre la Chine et le Vietnam ne peut être comprise simplement d'un point de vue géographique. Elle reflète entièrement et franchement le caractère de relations sino-vietnamiennes et aussi les influences régionales et internationales. Ainsi, ces questions sont à la fois la cause et la conséquence de l'histoire de relations entre les deux pays. Tantôt, elles sont très amicales, comme vous savez très bien, très amicales, mais tantôt, elles sont très hostiles. Alors, le Vietnam et la Chine ont des frontières terrestres et maritimes communes. Vous voyez sur le carte, pour la frontière terrestre, les deux partagent une ligne de frontière de plus de 1400 km qui se ploigne sur le nord du Vietnam et sud-est de la Chine. Et pour le chinois, on a 3 provinces, Quang-Si, Quang Đông et Yunnan. Et pour le vietnamien, on a 6 provinces. Mais le nom de province, on change par rapport au temps. Pour l'espace maritime, les deux pays sont riverains de la mer orientale. La mer orientale, mais internationale, on dit la mer de Chine du Sud. Mais parce que je suis vietnamienne, c'est pour ça que je dis mer orientale ou Biển Đông. Très connu. Hein? Alors, y compris le golfe du Tonkin, vous voyez le golfe du Tonkin, et les deux archipels, Paracel et Spratly. Je mets tout en rouge parce que c'est le point de discuter très longtemps, et comme ça. Et le conflit entre les deux pays se déroule sur tous ces deux domaines de l'époque coloniale à présent. Et à l'occasion de cet séminaire, je vais aborder directement sur le premier domaine. C'est l'histoire de frontières terrestres sino-vietnamiennes, héritage de l'époque coloniale française au Vietnam. À la fin de la séminaire, vous allez comprendre pourquoi je mets héritage de l'époque coloniale française au Vietnam. La première question que je voudrais aborder, c'est pourquoi la France changera sur la question frontalière sino-vietnamienne. On voit très bien que dans le dernier cas du 19e siècle, le Vietnam et la Chine ont été prises avec des gigantesques bouleversements. L'occupation des puissances occidentales, l'énorme crise qui ravage la Chine du Sud et notamment la domination française au Vietnam. Les deux pays, tant la Chine que le Vietnam, sont marqués par ces grands changements sans précédent et ceci change totalement les relations sino-vietnamiennes. Le 6 juin 1884, voyez
avec le traité patriote, le Vietnam se voit imposer le protectorat par la France. Désormais, la France prend en charge les problèmes relatifs aux relations extérieures du Vietnam. En dépit de la signature de ce traité, les France ne peuvent pas encore asseoir leur pouvoir sur le Vietnam totalement. Les difficultés que les Français ont rencontrées lors de l'occupation vietnamienne sont principalement créées par la Chine. La Chine, dans sa pensée, toujours considère que l'Annam est son pays vassal et ne veut pas reconnaître le protectorat de la France sur l'Annam. Il faut attendre jusqu'au 9 juin 1895, vous voyez sur la carte, quand le traité de Tiên Sinh est signé par la France et la Chine. Ce traité non seulement met la fin à la guerre franco-chinoise, mais aussi constitue la reconnaissance par la Chine de la mainmise française sur le Vietnam. Par ailleurs, le traité de Tiên Sinh aborde aussi la délimitation frontalière sino-vietnamienne. À partir de ce moment-là, la question des frontières donc apparaissent de plus en plus entre la France et la Chine. La France, au nom du Vietnam, joue un rôle principal dans le processus de règlement de ces questions qui dure longtemps. Une ligne frontalière sino-tonkinoise est fixée par les deux conventions de 1887 et 1895 entre la France et la Chine. Cependant, dans cette affaire, la France est accusée d'avoir fait une concession de territoire vietnamien à la Chine. C'est ça, c'est la raison pourquoi j'ai abordé l'impact de la France. Tout ce passé influence encore les discussions concernant les frontières entre la Chine et le Vietnam à l'heure actuelle. De plus, une autre raison réside dans leur pleine actualité. En 1999 et 2000, vous voyez bien que le Vietnam et la Chine signent les deux traités pour délimiter la frontière terrestre et la frontière maritime à l'Europe du Tonkin. Cependant, ces traités sont matière à débat au Vietnam et même entraîné certaines contestations. Le gouvernement vietnamien est accusé d'avoir cédé des territoires à la Chine. Et la raison, c'est que les deux côtés s'appuient sur les deux conventions franco-chinoises de 1887 et 1895 pour délimiter la nouvelle frontière. Dans tous les cas, en fait, je vais aller pour concrétiser. On voit bien la Chine communiste, dès sa fondation de 1949, fait avancer la résolution du problème frontalier avec ses voisins. Elle considère la zone de frontalière comme la base pour affirmer la force réelle du pays. C'est une question liée étroitement au prestige de la nation et de l'armée. Dans tous les cas, la Chine, considérant tous les traités signés avec les puissants comme inégaux, et cherche à les remplacer par des traités égaux. Elle presse ses voisins de signer de nouveaux traités bilatéraux. Étant le fruit de la colonisation, la frontière sino-vietnamienne devient un objet discuté entre les deux pays dès la fin de l'époque coloniale. Au début, les deux côtés ont des points de vue opposés sur la tracée de la frontière. Le côté chinois refuse la légitimité des conventions franco-chinoises. Il considère que la France profite de ces difficultés dans ce temps-là pour la contraindre à renoncer à son intérêt séculaire au Vietnam contre une petite concession de territoire vietnamien. Mais par contre, les Vietnamiens considèrent que la Chine profite de la connaissance vague géographique indo-chinoise de la France et du désir de signer rapidement la convention commerciale avec la Chine pour se tailler plusieurs zones territoriales du Vietnam. On a deux oppositions, je pense que c'est très vaste. Et cette opposition dure des années et enfin, les deux côtés constatent
qu'ils ne peuvent trouver aucune solution meilleure pour régler le problème de frontières. Ils se mettent d'accord pour maintenir le statu quo de la frontière terrestre tracée par les deux conventions et admettent cette convention comme une base juridique pour délimiter la nouvelle frontière. C'est ça, c'est l'histoire qui passe au Vietnam et qui donne beaucoup de questions. Même maintenant, on a déjà fini plus de 10 ans pour la convention traité des frontières terrestres. Et alors, c'est là traité de frontières terrestres entre le Vietnam et la Chine signé en 1899. Alors, pour mieux comprendre, je vais aller vers l'histoire pour comprendre pourquoi faut-il délimiter la frontière sino-tonkinoise. Mais pourquoi la femme veut s'engager sur ces questions? Alors, comme on l'a mentionné ci-dessus, traité 3 du Tenzing précise. Je vais mettre une phase de traité et je vais mettre en rose quelques mots, je pense que le mot-clé. Il dit que dans un délai de 6 mois, les commissionnaires se rendront sur le lieu pour reconnaître la frontière entre la Chine et le Tonkin. Parce que la femme, elle pense qu'il n'a seulement 6 mois pour faire tout. Mais en réalité, ce n'est pas simple comme ça. La délimitation et l'abandonnement doivent durer plus de 10 ans. De 1885 à 1895, à cause de plusieurs difficultés complexes des deux côtés. Je vais expliquer pourquoi. D'abord, je vais parler brièvement aux conceptions de frontières en Asie du Sud-Est. Je pense que cette question est discutée beaucoup dans les recherches modernes. Pour moi, je pense qu'en réalité, les créateurs de frontières sont presque toujours les plus forts, les vainqueurs responsables de traités inégaux. Ce phénomène s'applique tout à fait au cas des pays d'Asie du Sud-Est, Vietnam y compris. Avant la colonisation occidentale, le concept européen de souveraineté territoriale n'existe pas en Extrême-Orient. Selon l'optique des pays asiatiques du Sud-Est, les notions de frontières et zones d'influence sont considérées comme la délimitation d'un espace social à l'intérieur duquel on domine plutôt des peuples que des terrains naturels. C'est ça, c'est très différent entre les deux concepts, entre l'Asie du Sud-Est et l'Occidental. L'Europe de la colonisation transporte en Asie de acceptions antinomiques de la frontière. L'une ancienne et fermée, l'autre moderne et ouverte. Et les pays d'Asie du Sud-Est, n'ayant pas le choix, se trouvent enfermés dans les deux concepts, celui traditionnel et celui ouvert. Ils ne peuvent ni renoncer au concept traditionnel des États nationaux, ni accepter trop vite la frontière ouverte, caractérisant l'État moderne. Ils doivent chercher une façon pour dépasser ces deux concepts. Et moi, je vois que la ligne de frontière sino-vietnamienne tracée par les deux conventions franco-chinoises constitue un exemple représentatif. Cette ligne est délimitée par un compromis entre la ligne historique du pays et le concept moderne. Autrement dit, elle est la reconnaissance de la frontière historique sur la base du concept occidental. Et bien sûr, on appelle c'est une ligne frontalière coloniale. Ensuite, pour mieux comprendre, je vais aller retourner un peu vers l'histoire de frontières entre le Vietnam et la Chine avant l'époque coloniale. Vous voyez sur le PowerPoint, c'est la grande muraille. Et comment la Chine pense pour la frontière. Les Chinois entament des conquêtes vers le sud pour étendre leur territoire très tôt, dans le courant de 4e avant J.C. Ainsi, comme des États européens, État-nation chinois devient l'État colonisateur en Asie. On s'appelle comme ça. Je ne sais pas si Chinois on s'est d'accord ou pas, mais on dit l'État colonisateur en Asie.
Pour préserver leur conquête, les Chinois pensent à construire un concept de frontière très tôt. La notion de délimitation frontalière des Chinois paraît, semble-t-il, ainsi ancienne que des scènes de romans. La grande muraille, vous voyez, construite pour protéger la nation contre des agressions extérieures devant la première frontière de la Chine. Et en fait, ce système déjà voisin de la notion actuelle. Le pays Việt doit résister à la conquête par l'Empire chinois très tôt. La domination chinoise sur le Tonkin se maintient pendant plus de 10 siècles. Après son indépendance en 939, le pays Việt doit encore se défendre de la vague incessante d'invasion venue de la Chine. La Chine, pour servir son but d'expansion territoriale vers le sud, applique une frontière fermée au nord. Je vais retourner un petit peu. Une frontière fermée au nord et une frontière ouverte au sud. Et on peut même dire que sa volonté d'expansion se poursuit jusqu'en 1884, où les Français imposent leur protectorat sur le Tonkin. De plus, dans la pensée chinoise, le Vietnam est toujours son vassal. Et il n'existe jamais une ligne frontalière bien tracée et reconnue entre les deux pays. Pour lui, la ligne frontalière entre les deux pays est seulement celle entre le suzerain et le vassal. Et donc, chacune des dynasties chinoises lance des expéditions vers le Vietnam pour le conquérir et effacer la ligne frontalière. Pour le Vietnam, la ligne de frontière est bien établie et précisée dans le processus de formation et de développement de nations. C'était le résultat d'un processus de lutte permanent du pays du Vietnam contre l'Empire chinois pour protéger son indépendance et établir une frontière d'État. Chacune des dynasties vietnamiennes s'efforce de préciser la frontière et d'affirmer sa souveraineté territoriale. L'indépendance du pays Việt dépend étroitement de la stabilité de la frontière. C'est pourquoi la frontière devient très importante pour le Vietnam. Le conflit de protection de la souveraineté comporte toujours deux facteurs militaires et diplomatiques. Pour la France, la raison pourquoi la France s'engage. Pour la France, après sa conquête du Tonkin, elle trouve une situation très floue dans la région frontalière. Par exemple, les troupes régulières chinoises s'y installent. La cour de Huế perd son contrôle sur cette région. La frontière n'était bien définie que sur le passage le flux fréquent. Et de plus, pour la France, l'occupation du Vietnam est seulement une étape pour qu'elle déploie son influence politico-économique en Chine. Ce Vietnam, ce n'est pas le principal but pour la France en ce moment-là. Et par conséquent, la France utilise la délimitation frontalière sino-vietnamienne dans les deux buts. Premier, pour contraindre la Chine à renoncer officiellement son influence sur le Vietnam. Et deuxième, pour profiter de l'occasion pour faire des tractations avec la Chine sur les intérêts commerciaux. Et on voit le but très connu pour la France. Je vais traiter pour la troisième question, c'est quels sont les points de vue français et chinois dans le processus de délimitation. On voit bien qu'on a deux difficultés suivantes. Premièrement, c'est l'opposition d'arguments entre contradictions internes entre deux côtés, France et Chine. Et la deuxième, c'est l'opposition d'arguments entre les Français et les Chinois sur le problème de rectification de la frontière. Je mets un guillemets de rectification de frontière parce que c'est ça, c'est le mot-clé.
Et surtout, c'était un tête-à-tête franco-chinois au Tonkin dans lequel chacun des deux côtés veut arracher son avantage. Je crois que pour les Français, c'est très connu, hein, les deux hommes, très connus. D'abord, du côté français, il y avait une opposition entre l'armée et la diplomatie. Le Quai d'Orsay et le ministre des Affaires étrangères Freycinet, vous voyez Freycinet, celui il donne leur d'accord à la politique d'occupation entière du Tonkin, du gouvernement français. Par contre, le général de Quoxi, c'est là, résident général en commandant en chef en Annam et le ministre de la Règle entendent pratiquer une politique d'occupation restreinte, c'est-à-dire limitée au delta à ses abords immédiats, laissant d'établir dans la haute région du Tonkin une sorte de no man's land au profit des bandes d'irréguliers chinois. Pour s'opposer au Quai d'Orsay, le général de Quoxi refuse de fournir les escortes nécessaires à la commission de délimitation frontalière. Cette action ralentit le processus de délimitation et de plus, l'opposition entre l'armée et la diplomatie de la France existe encore plus tard à chaque période, chaque secteur du processus de limitation frontalière. La deuxième, on voit le côté chinois aussi, le même cas. Du côté chinois, la fixation de la frontière met en jeu des problèmes politiques complexes liés à l'opposition des pouvoirs locaux et du pouvoir central. Vous voyez, Liu Yongchang, c'est le représentant du pouvoir central. Et Zhang Zidong, c'est le représentant du pouvoir local. Le Grand Conseil Liu Yongchang, un des plus hauts dignitaires de la cour de Pékin, représentant du pouvoir central chinois, ne peut pas décider lui-même de tout à cause de l'activité de ses adversaires qui sont leurs représentants de pouvoir locaux. C'est Zhang Zidong. Avec sa position, Liu Yongchang peut régler beaucoup de problèmes à Pékin, mais sur place, le long de la frontière, les autorités provinciales peuvent, dans les faits, imposer une autre politique. À côté des deux contradictions internes, il existe surtout une opposition d'arguments français et chinois sur la rectification de la ligne frontalière. L'article 3 du traité de Tianjin évoquait la possibilité de procéder. Ils mettent la possibilité de procéder, si besoin, à des rectifications de détails qui pourraient avoir lieu d'apporter à la frontière actuelle du Tonkin. Mais tant les Français que les Chinois ont des interprétations très différentes sur cette indication. Je vais mettre les deux codes comme ça. Pour la Chine veut commencer par rectifier la frontière selon ses prétentions et ensuite reconnaître sur le terrain la nouvelle frontière. Mais du côté français, on refuse la demande chinoise et on propose de se conformer strictement au traité qui prescrit de reconnaissance d'abonner ensuite et enfin de s'entendre sur les rectifications de détails qu'il pourra y avoir lieu d'apporter à la frontière actuelle du Tonkin dans l'intérêt commun des deux pays. La Chine interprète cette indication comme l'invitation de profonds remaniements considérés comme des compensations territoriales aux abandons politiques qu'elle consente par ailleurs. Je vous montre un exemple. C'est l'argument de Liu Yongchang, le représentant de l'Empire chinois. Il a dit, il explique. La France a obtenu beaucoup ayant le Tonkin, pays vassal de la Chine depuis 600 ans. Et ce par mon intermédiaire, cela m'a procuré beaucoup d'ennuis.
une compensation sous la forme d'une petite section de territoire sur la frontière de l'Annam me semble nécessaire. C'est dans le but que l'article 3 du traité prévoit des rectifications. D'ailleurs, l'Annam était un voisin inoffensif, tandis qu'il faut compter aujourd'hui avec la France qu'il est une grande puissance. Et tous les documents comme ça, j'ai trouvé dans le centre des archives en France et même au Vietnam. En effet, l'opinion de Li Hongqiang sur la demande de cession de territoire frontalière du Tonkin à la Chine influence celle de la Commission chinoise dans tous les processus de délimitation frontalière. Avant toutes les opérations entre les deux commissions, les Chinois insistent que, par les mots de rectification des frontières contenus dans le traité, nous n'entendons pas seulement de petites modifications comme celles qu'entraîne le rattachement dans l'une ou l'autre frontière de petites collines ou de parcelles de terrain. Il s'agit ici de donner des frontières au Tonkin, qui est un vaste pays. Dans le traité, on parle des frontières actuelles du Tonkin, mais on ne parle pas des celles de la Chine. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire, la Chine veut une rectification frontalière, mais seulement sur la frontière du Tonkin, pas sur la frontière de la Chine. Par contre, la Commission française a une interprétation totalement différente. Selon la France, le Tonkin, en réalité, appartient toujours à l'Annam lui-même, pas à la Chine, et donc la Chine ne le donne pas à la France. Pour le problème de rectification de frontières, la France estime le mot rectification de détail dans l'article 3 du traité de Tientsin comme une petite rectification qui peut être effectuée ou non. Ça dépend de l'accord entre les deux commissions pendant le processus de délimitation. Ainsi, il existe toujours une opposition entre la France et la Chine sur le problème de la délimitation frontalière. Cette opposition est considérée comme la plus grande difficulté du processus de toute délimitation. Je vais continuer sur la quatrième question qu'on voit, c'est quels sont les résultats. En fait, vous voyez, pour la délimitation frontalière entre la Chine et le Tonkin, au début, les Français ils pensent que seulement 6 mois, mais en fait, on ne peut pas 6 mois. On a 2 conventions. La première convention, c'est 1887 et la deuxième, c'est 1895. Ça a duré plus de 10 ans. Et pour la convention de 1887, le processus progresse en 3 périodes et déroule sur 3 secteurs. De janvier à avril, sur la frontière entre Lạng Sơn du Vietnam et Guangxi de la Chine. Juin à novembre 1887, la frontière entre Lào Cai du Vietnam et Yunnan de la Chine. Et novembre 1887 à avril 1887, la frontière entre Móng Cái du Vietnam et Guangdong de la Chine et la délimitation du golfe du Tonkin. Pour la dernière question, je vais aborder dans la deuxième séminaire cette semaine. C'est quoi les résultats? Je pense que ces questions, il y a beaucoup de monde qui fait attention avec la question, les résultats de délimitation. Les résultats, on voit très bien que le processus sur les 3 secteurs rencontre de plus de difficultés, non seulement à cause des raisons générales citées plus haut, mais encore des caractéristiques de chaque secteur. En réalité, la frontière terrestre sino-vietnamienne s'étend sur une région qui connaît un relief très complexe. Cela influence directement et fortement le processus de délimitation frontalière tant à l'époque coloniale qu'à présent. Pour la frontière entre Lạng Sơn du Vietnam et Guangxi de la Chine, le processus
process pendant 3 mois. On a 3 mois pour un secteur, avec plusieurs contestations qui essentiellement partent de prétentions de concessions territoriales du côté chinois. Les délégués chinois demandent une grande cession territoriale sur la frontière de Lạng Sơn et Cao Bằng. Notamment, je pense qu'ici, on a des Vietnamiens, et le nom de Đồng Đăng ou le port de Nam Quan. On dit Hữu Nghị Quan en vietnamien, c'est très proche à vous. La demande de la Chine approximativement 14 000 km². On fait une comparaison, soit à peu près équivalent des 3 départements de la France, Savoie, Aisne et Doubs. Et les côtés chinois essayent de profiter de son avantage commercial pour exercer une pression sur les Français en vue d'obtenir de cession de territoire. Du côté français, on porte aussi attention aux intérêts commerciaux en Chine. Je vais monter un tout petit peu avec le territoire contesté. Je ne marche pas ici, mais c'est ça. On marque la porte de Nam Quan. C'est ça, c'est une porte contestée pendant très longtemps entre la Chine et le Vietnam. Et c'est le symbole du vietnamien. Alors, du côté français, on porte aussi attention aux intérêts commerciaux en Chine. Ce processus déroule en même temps que la négociation commerciale menée à Pékin par Korodang, ministre français à Pékin, avec Li Hongchang, sur la question des points commerciaux à ouvrir sur la frontière du Guangxi. On peut voir très clairement ces tensions dans les télégrammes échangés de représentants français à Pékin et au Tonkin. Je vous montre un exemple. L'opinion française. Le 11 février 1887, un télégramme de Korodang est envoyé à Chartres disait qu'il serait bien utile de déterminer au moins les localités à ouvrir au commerce. Et le télégramme de Tisserey à Chartres le 20 février 1887 s'exprimait aussi. Dans le traité de commerce, nous pourrons chercher équivalent de nos concessions. Il nous appartiendra de tirer parti de cette situation pour les avantages commerciaux. Cependant, les délégations françaises n'acceptent pas cette modification. D'après les Français, cette région a une situation stratégique très importante pour le Tonkin. De plus, c'est un marché auquel se rendent les habitants voisins et un centre de commerce fréquenté depuis un temps immémorial par des populations anamites de toute la région. Pour cela, la France ne peut pas céder à la Chine, bien que la Chine ait donné des avantages commerciaux. En résumé, c'est le résultat. Après 3 mois de la délimitation frontalière, la délégation française a réussi, grâce au concours de Korodang, à amener les commissaires impériaux à renoncer à leurs prétentions. Une des clauses essentielles, celle par laquelle la Chine a fait abandon à la France de tous ses prétendus droits sur une partie quelconque du Tonkin. La délégation impériale s'est vue contrainte de s'exécuter. C'est ça le résultat pour le premier secteur. Et on va continuer avec le deuxième secteur, c'est sur la frontière du Yunnan. Ce secteur, on a beaucoup de contestations aussi. Les difficultés naturelles, le temps mauvais et notamment le gêne provoqué par des troupes chinoises sur tous les parcours de la délégation française influencent négativement le travail de délimitation. À cause de la raison de garantie de sécurité et des difficultés naturelles, sur quelques endroits, la délégation française doit se contenter de tracer la frontière sur une carte chinoise.
Mais en réalité, quelques points tracés sur la carte n'existent pas ou ne correspondent pas à leur remplacement réel sur le terrain. Aussi, sur quelques endroits, les commissions ne peuvent pas délimiter la frontière sur terrain à cause de la désobéissance de maires ou de nobles de villages voisins chinois. Enfin, la commission doit accepter de délimiter la frontière par la comparaison des cartes de l'un et de l'autre côté. La délégation chinoise veut traiter d'abord la question de rectification. Toujours pour les Chinois, c'est la question rectification d'abord. Elle veut commencer la délimitation par la reconnaissance de l'ancienne frontière de la Chine. C'est quoi la frontière de la Chine? C'est-à-dire, elle demande une réintégration au Yunnan d'un territoire de plus de 1000 km² de superficie. D'après les documents historiques chinois, ce territoire est gracieusement cédé à l'Annam vers 1728 par l'Empire de Chine. C'est la deuxième contestée, c'est Yunnan, vous voyez, et c'est ça, c'est la ligne entre la France et la Chine, c'est très très différent. Cependant, la Commission française n'accepte pas cette prétention. L'article 3 du traité de Tientsin ne mentionne aucune façon la frontière qui existe au commencement du XVIIIe siècle. Il n'est applicable qu'à la frontière existe au moment même où il est signé à laquelle aucun changement ne doit être apporté qu'après la connaissance sur place. En outre, par l'étude de l'histoire de l'Annam, il est seulement question d'une concession environ de 40 li, c'est-à-dire environ de 23 km de territoire de la Chine à l'Annam. Ce n'est pas de 1000 km² superficie, comme les côtés chinois ils veulent. Enfin, la délégation chinoise doit accepter de faire la reconnaissance de la frontière actuelle. C'est un peu flou, mais je vais vous montrer une pointe de contestation. C'est tout long. On va parler tout de suite, c'est ça. Cependant, il faut aborder une question posée pendant le processus de délimitation de cette région. Les ajustements contre la délégation française. Des chefs locaux chinois, notamment le vice-roi du Yunnan, Zhang Zidong, on vient de parler, qui assure aux bandes chinois les armes et les munitions. Celui envoie des soldats réguliers chinois au territoire contesté, y compris Toulon et Phong Tho. Et vous voyez, Toulon, c'est un territoire très très important pour le Vietnam et pour la Chine aussi. Et pour planter des bornes affirmant la souveraineté de la Chine. Et la Commission française ne peut pas s'entendre avec la délégation chinoise pour le tracé de la frontière dans le territoire contesté. De plus, le 19 août 1886, la délégation française sont attaquées par des pirates armés. Du côté français, on déduit que les commissaires impériaux sont intuits des dangers qui le menacent pour la délimitation en général. Pour hâter la solution, les Français consentirent à céder à la Chine une partie territoriale. Dans son rapport présenté au Sénat, l'amiral Joger déclare, je vais vous montrer. C'est le résultat. C'est l'amiral Joger, il a dit dans le Sénat, nous voulons donner à la Chine un nouveau gage de la sincérité de notre amitié. Et par une convention signée à Pékin le 27 juin 1887, nous lui cédions la possession de l'enclave importante de Bắc Lung.
et nous lui consentions l'abandon de la moitié de territoire contesté sur la frontière du Yunnan. Et en fait, on voit, il faut souligner que cette contestation sont réglées à Pékin par la négociation entre les dirigeants français et chinois. Le résultat, c'est que une portion de territoire de Huangshupi au Yunnan, compris le canton de Toulon, est attribuée à la Chine, soit une superficie de 600 km². Quant au Phong-Thổ, soit 1600 km², il est attribué au Tonkin. Et quand même, on sait bien, si ça c'est le résultat qu'on marque dans les archives françaises. 600 km² appartient à la Chine et 1600 km² attribués au Tonkin. Et bien sûr, ces résultats, quand même, ne satisfont pas à la Chine. Et alors, on va aller sur aussi une petite croquis. On va marquer le résultat de frontière du Yunnan. Et pour le dernier secteur, c'est sur la frontière du Guangdong. Et on voit bien que ce secteur, la plus difficile des trois étapes du processus à cause de sa position stratégique très importante et surtout d'une partie de cette région ouverte sur la mer. Les difficultés de la Commission débutent par le meurtre des membres de la Commission française qui sont attaqués et masquerés à Haining en face de Mongkai par des rebelles parmi lesquels se trouvent des réguliers chinois. Le gouvernement français attribue aux Chinois, notamment le vice-roi de Guangdong, Zhang Zidong, la responsabilité de ce meurtre. Mais les Chinois s'empressent de décliner toute responsabilité dans ce triste événement. Afin d'assurer la sécurité, les Français dirigent sur Haining des forces militaires imposantes et à Paklong d'une partie de la division navale. Le rapport entre la Commission française et chinoise sur la frontière du Guangdong sont donc très difficiles. Parallèlement, la délégation chinoise affirme sa prétention sur l'enclave du Cap Paklong. Et des bandes nombreuses menacent d'envahir le territoire contesté. D'après les Chinois, l'occupation de la France sur le Cap Paklong non seulement va nuire au commerce, mais encore entraîner de graves conséquences pour la sécurité de la Chine. Je vous montre une idée du parti de la Chine. La Chine pense que les Français ont la supériorité dans le combat sur la mer. Si sur le continent, la commission de délimitation chinoise leur cède quelques points, cela n'aura pas de graves conséquences. Mais si la commission leur cède quelques points stratégiques maritimes, il en sera tout autrement. Le fait aura de graves conséquences pour notre sécurité. L'opinion du côté chinois, c'est très offensive. Pour Paklong, la Chine se battra plutôt que céder et elle menace les Français dans le conflit si leurs demandes sont refusées. Et vous voyez sur le croquis, c'est la frontière du Guangdong. Et j'ai mis quelques rouges, couleur rouge, le Guangdong et surtout le Cap Paklong. Voilà, c'est vers là. Comment l'opposition française? En réalité, la France ne veut pas une guerre au moment où elle a surtout besoin d'obtenir une convention commerciale avec la Chine. Elle comprend aussi très bien que si il y a une guerre avec la Chine, celle-ci prendra une dimension internationale. Donc, les dirigeants du Quai d'Orsay effectuent une stratégie
diplomatique très élastique et habile. Ainsi, dans le même temps où général Munier proclame que nos forces devront être contre l'ennemi, le ministre de France à Pékin s'efforce de parvenir à un arrangement à l'amiable avec le gouvernement chinois. Dans le télégramme, je vous montrer dans le PowerPoint, dans le télégramme du 18 février 1887, envoyé à Dion, président de la délégation française, le ministre des Affaires étrangères expose clairement sa tentative politique en jouant un double coup d'échec. Il veut à la fois que des troupes françaises figurent immédiatement à Paklung et elle doit y rester et s'y fortifier, et que la France accepte une transaction avec la Chine. C'est un instant. M. Biou ne croit pas que nous dispositions de force suffisantes pour risquer d'un conflit. Il ne me conseille une transaction. Je vous prie d'étudier avec lui la transaction à laquelle nous pourrons aboutir si nous y sommes obligés en sauvegardant nos intérêts essentiels. 2 jours après, celui-ci donne un ordre au résident général à Hanoï. Si nos troupes ne sont pas déjà au Cap Paklung, donne des ordres immédiats pour suspendre leur mouvement. Il importe d'observer strictement le statu quo, d'éviter tout conflit, ainsi qu'il a été convenu de faire entre M. Constant et le Somlizamen. Somlizamen, c'est un nom propre, c'est-à-dire comme le ministre des Affaires étrangères en Chine. Le risque de la règle sur le problème du territoire contesté entre les 2 pays sont évités par le moyen diplomatique. Le 27 février 1887, Constant se met d'accord avec Somlizamen pour que le commissaire fasse le plus rapidement possible le point qui ne soulève pas de grandes difficultés. Le reste sera réservé et discuté à Pékin entre le ministre de France et le gouvernement chinois. Et le résultat de la négociation à Pékin satisfait à la Chine. Ainsi, le processus de délimitation de la frontière sino-tonkinoise est terminé. Les difficultés sur le point contesté sont réglées à Pékin par les 2 gouvernements. Veuillez vous faire attention parce que le processus de délimitation frontalière entre la Chine et la France partage 2 étapes, une à la frontière sur le terrain et l'autre à Pékin. Et la plupart des résultats, c'est Pékin qui règle, ce n'est pas sur le terrain. D'une part, la France cédait à la Chine l'enclave annamite comprend le Cap Paklung sur la frontière du Guangdong et le territoire de Huangshupi, compris le canton de Toulon. À l'exception de Huangshupi, même sur la frontière du Yunnan, mais d'autre part, elle conserve le territoire contesté de Phong Thổ et Lai Châu et aussi les îles contestées de Râu Thô. En vietnamien, on s'appelle très connu, je crois, c'est Koto. Dans le Golfe du Tonkin, on va parler dans la deuxième séminaire. Alors, je me permets de m'arrêter avant de conclusion parce que je voudrais avoir le temps pour discussion. Pour conclusion, je me permets de souligner 2 points essentiels. Premièrement, c'est le résultat final est un croisement très complexe de différents facteurs et de mobiles divergences. Pour la France, la Chine est considérée comme la cible sur laquelle la France s'efforçait de tirer sa flèche économique en échange de consentir à céder une partie du territoire très important du Tonkin à la Chine. Elle gagne des avantages commerciaux de la Chine. Par exemple, l'ouverture de 3 places de commerce au Guangxi, Yunnan et Manhao, et l'établissement de consuls français dans la capitale du Guangxi et Yunnan.
L'ouverture de 3 places de commerce dépasse les espérances que la France peut concevoir, puisqu'il est entendu dans la convention signée en 1887 par Cochrane que les 2 points seulement sera ouverte au commerce. De plus, les places ouvertes de commerce sont les villes qui constituent des débouchés faciles et importants. Le traité de Tianjin prévoit la négociation et la signature des 2 conventions annexes, la convention commerciale et celle frontalière. Pendant que, à la frontière du Tonkin, la commission de délimitation procède au processus de délimitation frontalière. À Pékin, les négociations sur problèmes commerciaux et frontaliers sont menées par les représentants de la France et par le gouvernement chinois. Sur le plan commercial, la convention signée en 1887 entre Cochrane et le ministre de la France et la Chine sont considérées comme désastreuses car elles assurent très peu d'avantages commerciaux à la France. Remplaçant Cochrane, Constant, le ministre plénipotentiaire, est chargé de négocier et de signer les 2 conventions commerciales et frontières à Pékin. D'importants intérêts commerciaux poussent donc Constant à consentir des concessions sur le plan territorial. De plus, étant un influent personnage au pouvoir en France et ayant des ambitions politiques, Constant veut réussir la révision de la convention commerciale signée par Cochrane et veut terminer rapidement la convention frontalière pour servir ses intérêts au plan politique. Alors, finalement, l'attitude de Paris joue aussi un rôle très important pour la décision Constant. Sans parler des intérêts commerciaux que Paris désire atteindre à Pékin, des préoccupations en Europe, avant tout du côté de l'Allemagne. Dans cette circonstance, explique que Paris veut conserver toute liberté d'action en Europe. Et c'est pour ça qu'il ne prend pas l'intérêt pour le Tonkin. Et deuxièmement, je voudrais aborder, on voit que, quoi qu'il en soit, les 2 conventions de 1887 et 1895 apportent à la Chine et au Vietnam une ligne de frontière assez claire, acceptée par le droit international. C'est la première fois qu'entre la Chine et le Vietnam, il existe un système de bornes frontières de 314 bornes. Il faut ajouter que, qu'elle soit une ligne de frontière coloniale, la ligne de frontière sino-vietnamienne n'est pas semblable à la plupart des lignes frontalières en Afrique, qui sont tracées arbitrairement et soudainement par les colonisatrices. La ligne de frontière sino-vietnamienne établie par la Convention franco-chinoise est une ligne historique qui est acceptée par le droit international. Et moi, je fais une extra d'après les experts. C'est une des meilleures frontières définies dans la région du Sud-Est à l'époque coloniale. Et je me permets de m'arrêter maintenant. Merci beaucoup de votre attention et j'attends des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame, pour ce passionnant exposé sur une question extrêmement sensible, la question des frontières au nord du Vietnam. J'ai particulièrement admiré la manière dont vous avez reconstruit un processus finalement extrêmement complexe, avec de nombreux intervenants, de nombreux traités, des questions économiques qui se mêlent avec des questions militaires. Bon, donc il va y avoir nécessairement beaucoup de questions. Et pour commencer, j'en aurais quand même une. C'est peut-être la notion de frontière même. Qu'est-ce qu'une frontière? Et je suppose qu'avant la colonisation, il devait y avoir des peuples vietnamiens dans le sud de la Chine et des Chinois dans le Tonkin
et de toute façon aussi dans le sud, en Cochinchine. Est-ce que ce n'est pas tout de même une conséquence de la colonisation que de se soucier d'une ligne qui marque véritablement les limites, alors qu'il devait y avoir des zones de population un peu indéfinies, je veux dire, avec des Vietnamiens assez au nord en Chine et des Chinois ou des Han dans la population du Tonkin. Bon. Alors, je peux répondre tout de suite ou j'attends des autres questions? Alors, une question à peu près annexe à la question qui est soulevée, à savoir jusqu'à disons, la conception, est-ce que les conceptions précoloniales qui est de la Chine et du Vietnam, d'une part de la suzeraineté, vassalité, Jihao, et d'autre part également la deuxième question, voilà, plus actuelle, c'est la question de la souveraineté. Est-ce que la conception, il y a une conception qui prévaut encore entre la Chine et le Vietnam, qui sont restés encore des pays communistes, la conception socialiste ou communiste de la souveraineté limitée, chủ quyền giới hạn, ça reste encore valable entre ces deux pays. Alors, merci. Je réponds avant, oui. Merci beaucoup de vos questions très intéressantes. Pour la question de monsieur Michel Espagne, moi, comme j'ai déjà mentionné, il y a très différent entre la notion de frontière en Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam, et très différent aussi la notion de la France pour la frontière. Et aussi très différent aussi pour la notion européenne de concept frontière. Avant l'époque coloniale, il existe déjà la notion de la conception de frontières en Asie du Sud-Est. Mais comme j'ai déjà dit, ces notions, c'est comme le plus tôt qui, pour des peuples, pour une zone sociale, ce n'est pas comme le tracé par rapport des pensées européennes. Ce n'est pas moderne. Et d'autres, pour la Chine, c'est très différent. Parce que la Chine, c'est un pays très grand en Asie. Il a une notion de frontière très très tôt, comme j'ai dit, très très tôt, avec la Grande Muraille. Il a déjà construit dans la pensée des Chinois une frontière très moderne. Moi, je pense comme ça, parce qu'il veut fermer la frontière au sud et ouverte la frontière il ferme la frontière au nord et ouverte la frontière au sud. C'est pour ça qu'on considère que la notion de la Chine sur la conception de frontières très très différente par rapport aux pays d'Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam. Et bien sûr, avant l'époque coloniale, il existe des frontières entre la Chine et le Vietnam, mais ce n'est pas ressemble le concept moderne, pas ressemble le concept européen. C'est qui ressemble le concept de conception de frontières du pays d'Asie du Sud-Est. Oui, on a des caractéristiques très différentes. Et pour la deuxième question, moi, je pense que je viens de parler que dans la pensée chinoise, toujours pense que c'est les relations entre la Chine et le Vietnam comme le suzerain et vassal. C'est la Chine qui pense comme ça. Pour nous, le Vietnamien, on ne pense jamais comme ça. Pour nous, le Vietnam, c'est un pays indépendant. Il n'y a pas de relation entre suzerain et le vassal. Et moi, je pense que la femme pensait aussi
Parce que dans cette interprétation, la fin indique que l'Annam, le Tonkin appartient toujours à l'Annam lui-même. Ce n'est pas appartient à la Chine. C'est ça, ce n'est pas la question entre le suzerain et le vassal. Et pour la deuxième question à vous, je suis désolée, mais je ne suis pas spécialiste sur le politique moderne maintenant. Je pense qu'il n'a pas la pensée de souveraineté limitée dans le pays communiste. Pour nous, non. On ne pense pas comme ça. Je suis désolée. Monsieur, oui. Vous voulez tous les deux intervenir, je crois. Merci. Oui, plusieurs fois, vous avez parlé de rectification. Oui. Rectification mineure pour la France et rectification importante pour le Chine. Alors, rectification par rapport à quoi? Est-ce qu'avant l'intervention française, il y a déjà des accords, il y a déjà une délimitation plus ou moins précise ou non? Parce que quand on rectifie, c'est par rapport à quelque chose. Alors, c'est par rapport à quoi ces rectifications? Voilà. Merci. Merci beaucoup de vos questions. Alors, c'est ça pourquoi je mets le mot rectification plusieurs fois, parce que c'est le mot-clé que la Chine veut utiliser dans tout le processus de délimitation. Parce qu'on voit bien que dans la convention, dans l'article 3 du traité de Tianjin, on a mentionné les rectifications. Mais les Français qui utilisaient le terme rectification du Tonkin, il ne dit pas la rectification entre les deux pays ou rectification de la frontière sino-tonkinoise. L'article 3, on dit la rectification du Tonkin. C'est pour ça que la Chine toujours pense que ces rectifications, c'est seulement à partir vers le Tonkin. Ce n'est pas rectification vers le territoire à la Chine. C'est ça, parce que dans le traité 3 de Tianjin, on dit comme ça, rectification. Mais pour la France, c'est petite rectification. Mais pour la Chine, c'est grande rectification. C'est un agrandissement. Mais par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a déjà... Oui. Est-ce qu'il y a déjà une délimitation avant ou non? Oui, parce qu'il y a déjà une ligne de la frontière entre la Chine et le Vietnam avant l'époque coloniale. Mais comme je viens de mentionner, la ligne, correspond à la conception de frontières en Asie du Sud-Est. Ce n'est pas comme conception de l'Europe, de l'européenne moderne. On a déjà existé. C'est pour ça que la Chine dit qu'il faut avoir rectification, c'est ça, sur la ligne ancienne de frontières. Depuis le début de votre exposé, vous ne cessez de dire la notion de frontière en Europe, et en France bien sûr, et la notion de frontière chez les Chinois est tout à fait différente. Enfin, en Asie du Sud-Est, même, vous élargissez, la conception asiatique n'est pas du tout la même. Mais vous ne me dites pas en quoi il y a une différence. Si vous voulez, je rejoins ce que dit monsieur. Ma question est la même. Comment définit-on la frontière? Est-ce parce que la population qui peuple, n'est-ce pas, parle le chinois ou ne parle pas vietnamien en tout cas? Alors, un exemple très précis, à 2 reprises, vous avez parlé de cette portion du Yunnan que le gouvernement chinois a réclamée, parce que l'empereur de Chine, autrefois, aurait fait cadeau de cette portion du Yunnan à l'empereur du Vietnam, au souverain vietnamien. Alors, pourquoi d'abord a-t-il fait cadeau comme ça? C'est une fantaisie. Et pourquoi réclame-t-il? Sur la base de quoi réclame-t-il? C'est ça la question, vous comprenez? Alors, est-ce parce que cette portion du Yunnan est peuplée par... D'ailleurs, il n'y a pas que les Viet et les Han, n'est-ce pas? Dans toute cette partie-là du continent, il y a tous les Nong, les Chuang, les Nung, ce que les Vietnamiens aujourd'hui appellent les Thai, n'est-ce pas? Autrefois, on appelait les Tron. Bon, il y a différentes ethnies minoritaires, ou minorités ethniques, pardon, n'est-ce pas,
qui peuple toute cette région frontalière, n'est-ce pas, et qui rend la question encore plus compliquée, si vous voulez, hein, que, par exemple, ça s'est posé d'ailleurs dans les Balkans récemment, et ça se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Vous voyez ce qui se passe avec les Kurdes, hein, mais autrefois, ça s'est passé dans les Balkans au moment où l'ex-Yougoslavie a éclaté, n'est-ce pas, et ça se passe même en Ukraine aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la partie de la population ukrainienne de l'Ukraine de l'Est demande la sécession? C'est parce qu'ils parlent russe, ils sont des russophones. Donc il y a une base, on sait pourquoi les choses se passent. Tandis que dans le cas que vous évoquiez, à savoir le Yunnan, pourquoi est-ce que l'empereur de Chine veut absolument que les Français lui rendent cette portion-là? Parce que quoi, il y a des Han, il y a des Zhuang, en tout cas il n'y a pas de Vietnamiens ou pas de Vietnamophones. Par conséquent, il faut récupérer cette partie-là du Yunnan. Vous voyez, je pense que ce qui manque un peu dans votre exposé, c'est de clarifier les notions, hein, certaines notions qui ne sont pas clarifiées, à commencer par celle de frontières selon les Asiatiques et frontières selon les Européens. Alors c'est quoi la frontière selon? De toute façon, comme vous venez de le dire, il y a la frontière ligne, la notion de frontière ligne, comme on dit, ça a existé, c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces lignes? Comment fait-on? Et ces lignes, comment sont-elles définies, déterminées? Eh bien, c'est un rapport de force, tout simplement. Et on le voit aujourd'hui en Ukraine, c'est un rapport de force. Et on le voit en Irak, c'est un rapport de force. C'est pas, hein? C'est un rapport de force, essentiellement. À l'époque, c'est les Français qui ont le dessus sur l'empereur de Chine. L'empereur de Chine a été obligé d'ouvrir ses portes en 1840, première guerre de l'opium, deuxième guerre de l'opium, etc. Bon, voilà. Et tout se joue là-dessus. Et c'est, tu me prends ça, mais je te donne ça. Et on marchande. On marchande, voilà. Bien sûr, comme les droits économiques, comme dont vous parlez, les intérêts économiques, c'est sûr, ça joue un très grand rôle, n'est-ce pas? Et dans toute cette affaire, eh bien, les Vietnamiens, ils sont... Et aujourd'hui, dans la mer de Chine méridionale, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit les mêmes choses, hein. Les Spratley et les Paracels, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport de force. Les Chinois, ils bétonnent, c'est tout. Ils bétonnent, construisent des pistes d'atterrissage, ils construisent... Puis ils disent, ah ouais, hein, vous n'avez pas... C'est pour notre défense. C'est pour la défense de la Chine. En fait, merci beaucoup de votre interprétation. Je trouve que c'est très, très intéressant. Mais ces questions sont très, très immenses et même très actualité, je trouve. Après la ligne de frontière, n'est pas seulement des terrains, il n'y a que des peuples. Et c'est ça très, très important pour les gens qui font délimiter la frontière. Parce que même maintenant, pour la frontière actuelle du Vietnam, on rencontre aussi les difficultés comme ça. Après, on a déjà délimité la frontière actuelle. Mais aussi, on a des problèmes avec les peuples qui habitent juste à côté de la frontière. Parce que pour les habitants, on pense pas que c'est la frontière, on ne pense pas comme ça. Parce que des fois, la frontière, c'est seulement une ruine ou petite colline. C'est chaque jour quotidien, le peuple qui échange normalement pour le marchandise ou pour le marché, acheter des produits comme ça. Et moi, je pense que c'est ça, c'est un problème très, très actuel maintenant. Et c'est très difficile de régler. Mais merci beaucoup. Et moi, je pense que pour ce problème, il faut que je... Si vous permettez encore, hein, je vais prendre un exemple concret. Bon, je parle trop. Merci beaucoup. Ah, c'est bon, ça mon professeur, je crois. Je vais vous évoquer un cas concret. C'est celui de Nguyen Quoc Ho Chi Minh. Quand il était sur la frontière de Chine et qu'il s'est passé sans arrêt, il passait du Guangxi au Vietnam, n'est-ce pas, dans les années 38, 1941, 42, quand il est rentré, n'est-ce pas, il se déguisait en paysan Nong ou Chuan. Ouais, il marchait, et il traversait les villages et il fêtait le tête avec les paysans Nong, par exemple, où il fêtait les fêtes, même le folklore local, n'est-ce pas, et même il s'était mis à parler, n'est-ce pas, le Chuang et le Noul, à chaque fois. Donc, il savait s'adapter, si vous voulez. Et son exemple montre à quel point la situation était complexe à la frontière. Oui. Complexe à la frontière. Très complexe. Parce
il traversait les paysages Chuangnung, il était bien reçu, tout ça. Il y avait des communistes d'ailleurs dans ce village. Et puis un jour, il est arrêté par la police de Chiang Kai-shek, enfin la police du Guangxi, la police chinoise, n'est-ce pas? Alors on l'arrête et on le met en prison et on le promène de prison en prison. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que font les Nung qui l'avaient accueilli, qui l'avaient guidé, etc. Aussitôt, ils téléphonent à Chongqing, au gouvernement de Chiang Kai-shek, parce que là-bas, il y avait, à l'époque, c'était l'époque de la guerre, il y avait Chou En-lai et toute une forte délégation soviétique. Et c'est comme ça qu'on a sorti Ho Chi Minh des prisons du Guangxi. Voilà. Mais, vous voyez, parce que Ho Chi Minh savait très bien jouer sur tout ça. Il avait joué sur tout ça. Merci beaucoup. J'ai déjà lu votre ouvrage très très connu sur le Ho Chi Minh. Merci. C'est une question bête. Je voudrais savoir quels sont vos objectifs, votre but. Comme je vois que vous avez une série d'exposés, quel est votre objectif de ces exposés-là? C'est pour justifier quelque chose ou pour rectifier quelque chose? Je vous remercie. Alors, merci beaucoup à votre question. Je pense que c'est une question très très intéressante parce que c'est la raison personnelle de moi. En fait, j'ai fait une thèse en France sur la question frontalière entre la Chine et le Vietnam. La raison parce que quand j'étais au Vietnam, je n'ai pas connu le problème de frontière entre la Chine et le Vietnam. Et quand j'étais à Paris, j'ai lu sur quelques articles ou sur l'Internet, il y a des articles qui accusent que la France, que le gouvernement vietnamien avait fait céder le territoire à la Chine dans les conventions de limitation. Et moi, je me pense que, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais savoir la vérité. C'est pour ça que j'ai demandé à mon professeur, très connu, Robert Frank, je voudrais faire une thèse en sujet sur ce problème-là. Et c'est ça, j'ai déjà travaillé pendant 4 ans autour des archives en France et même au Vietnam. Et moi, je pense que parce que je suis vietnamienne, c'est pour ça que j'ai l'occasion d'accéder des documents du côté Vietnam que les autres, surtout les étrangers, qui ne peuvent pas. C'est pour ça que je pense que si je fais un problème comme ça, on peut savoir beaucoup des éléments, des faits. Et je veux voir l'histoire comme il existe. Bonjour, d'abord merci beaucoup pour votre intervention, je l'ai trouvée très intéressante. J'aimerais juste faire une précision, revenir un petit peu sur la question de la frontière. Il ne faut pas oublier, à mon avis, qu'au moment où on aborde la frontière, il y a encore de graves problèmes de piraterie liés aux résidus des pavillons noirs qui ont été chassés par les Français de la Hawkeye en 86. Et je pense que effectivement, la frontière, la ligne frontière existait auparavant. Il y avait des fonctionnaires de part et d'autre, chinois et vietnamiens, qui avaient l'administration sur les provinces de part et d'autre d'une frontière bien délimitée. Mais cette notion de frontière était assez diffuse, en quelque sorte, à cause de cette présence des pavillons noirs qui contrôlaient l'espace frontalier, transfrontalier, finalement, plus qu'une frontière en tant que ligne. Et du coup, j'aimerais bien que vous réagissiez un petit peu par rapport à ça, parce que la frontière, elle existait, elle a été délimitée, mais l'influence d'un fonctionnaire ou d'un autre de part et d'autre faisait qu'on avait l'impression qu'elle était un petit peu diffuse, ou même de cette présence des pavillons noirs qui chamboulaient complètement la situation et qui effectivement rendaient la frontière très poreuse, sans parler évidemment du relief très important qui faisait que la notion de ligne effectivement avait du mal à exister auparavant. Merci beaucoup. Je pense que votre question est très, très intéressante. Et c'est une chose
je devais dire, mais je pense que c'est très long pour une interprétation. C'est pour ça que j'ai coupé quelques idées. C'est vraiment que on voit bien que la ligne de frontière était déjà bien fixée entre la Chine et le Vietnam avant l'époque coloniale. Mais vous connaissez bien aussi, le Vietnam doit subir de contre de la France. Et dans toute la région montagne, en ce temps-là, il y a des pavillons noirs, il y a des peuples chinois qui mélangent. Et on peut dire que cette question très très floue. On a déjà des bornes de frontières, mais après le temps qui passe, il y a beaucoup de portes et sont détruites. Quand les Français qui viennent aux autres régions, ils voient que là-bas, beaucoup de Chinois, bandes de Chinois, réguliers Chinois, pavillons noirs, et il y a très peu de bornes de frontières, ils n'existent. C'est pour ça, la fin, ils sont pas de... Ils pensent que c'est ça, d'abord il faut délimiter la frontière pour faire réellement ou nettement la zone de frontalière. C'est ça, c'est le problème et la Chine ne veut pas. Est-ce que ça vaut bien? Merci. J'ai l'impression que le problème des frontières est très compliqué avec la Chine parce que la Chine, elle a déclaré, il me semble, que là où il y a un Chinois qui a mis son pied, c'est donc territoire chinois. Dans ce cas-là, à mon avis, dès tout le début de la création pas du Vietnam encore, mais du royaume des Viet, là, les Viet, au début, c'était quand même des Chinois qui venaient de Chine. Donc à ce titre-là, on peut dire que finalement, les premiers Viet, c'était des Chinois qui ont mis les pieds au Vietnam. Et donc, du coup, forcément, c'est donc le territoire chinois. Si on accepte cette revendication chinoise, le problème devient compliqué. Maintenant, je me pose la question qui est la suivante. Je distingue entre la frontière maritime et la frontière terrestre. La frontière maritime, il me semble qu'il y a un problème économique et de puissance politique et économique clair. La Chine veut contrôler la mer orientale parce que ça, c'est un couloir. Deuxièmement, peut-être qu'il y a du pétrole par là. Maintenant, ce que je comprends mal, c'est la frontière terrestre. Que souhaite la Chine de prendre des morceaux de terre, ne serait-ce au nord, et quel est son intérêt économique? J'ai l'impression que la position de la Chine vis-à-vis du Vietnam, parce que le Vietnam avait accepté d'être vassal de la Chine jusqu'à l'arrivée, je crois, des Français. D'accord? Et en certain sens, et là, à ce moment, la Chine voulait bien laisser le Vietnam tranquille. Mais avec l'arrivée des Français, bon, peut-être, est-ce qu'on peut dire que c'est le bon côté de la colonisation, c'est que la dynastie Nguyen n'était pas déclarée vassale de la Chine. Les Tayson se sont déclarés vassals. Je crois le roi Quang a envoyé des gens pour dire que finalement, nous acceptons d'être vassals, si je ne me trompe pas dans mes notions d'histoire. Et la dynastie des Nguyen n'a jamais déclaré vassal, il me semble. Parce qu'il y a les Français, évidemment, vassal de la Chine. Maintenant, je crois que tant que le Vietnam accepte de se déclarer vassal de la Chine, les problèmes s'arrangeront. Ou bien le Vietnam devienne une puissance économique et politique dans la région. À ce moment-là, elle peut rallier d'autres pays pour régler le problème de frontières. Parce qu'il me semble, en Europe, les problèmes de frontières entre les différents pays de l'Europe, en particulier l'Europe orientale, ça a été quand même réglé avec le concours des différentes puissances de l'époque. Voilà. Donc voilà, il me semble que
tant que le Vietnam ne s'est pas clairement positionné vis-à-vis de la Chine sur le plan politique, sur le plan économique, le problème de frontières, c'est, à mon avis, interminable. Parce que la Chine, elle va revendiquer encore, elle va dire ceci, elle va dire cela, elle va embêter le Vietnam. Voilà, il me semble. Il faut être la puissance. Nous employons les termes de vassal et de souverain, mais ce sont des notions de l'histoire médiévale européenne. Voilà, je suis d'accord avec tu. Alors, vous avez cité le cas de Kwantung, l'empereur Kwantung. Pardon. Vous avez cité le cas de Kwantung. Il vient de battre à plat de couture l'armée chinoise. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande l'investiture à l'empereur de Chine en lui envoyant le tribut. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'il ne se considérait pas comme le vassal. Il y a une façon de régler les relations entre les États asiatiques qui est celui-là. On reconnaît l'hégémonie de l'empereur de Chine. Et ça, aussi bien le souverain thaïlandais, etc. N'est-ce pas? Je veux bien retirer le mot vassal, mais Bien sûr, il ne s'est jamais prononcé. C'est nous qui disons ça. Mais je pense que si le Vietnam maintenant se met à faire comme Quang Trung, va apporter des présents officiellement à monsieur, comment s'appelle, Tap Kan Ping, comment s'appelle, le secrétaire général du parti des Chinois, bah, à mon avis, le problème sera plus simple. Moi, je trouve que vous êtes très spécialiste sur l'histoire du Vietnam au temps de moyenne. C'est bien. J'ai une chose comme l'été, parce que vous venez de dire sur le pourquoi la Chine qui veut le territoire du Vietnam. Parce que, en fait, c'est pas que dans ce temps-là, c'est pas seulement que la Chine qui doit confronter à la France. La Chine a une frontière commune avec les 21 pays. Et dans ce temps-là, ce n'est pas la France, c'est l'Angleterre qui veut déterminer la frontière entre la Chine avec la Birmanie et aussi le problème de Corée. C'est pour ça, au début, parce qu'on a beaucoup d'archives sur ces questions-là. Au début, grand conseil Li Hongqiang, il dit que ce n'est pas un problème avec la frontière entre la Chine et le Tonkin. Moi, je ne fais pas attention. Mais après la défaite de la guerre franco-chinois-angleterre et franco-chinoise, Li Hongqiang il pense que s'il a cédé à la France dans le problème de frontière avec le Tonkin, c'est-à-dire l'Angleterre et les autres puissances peuvent faire le même cas. C'est pour ça qu'il devient très dur avec l'opposition de frontières dans ce temps-là comme ça. On n'a pas seulement de régions entre les deux pays, on a beaucoup de régions, on s'appelle de facteurs internationaux et régionaux qui influencent sur le problème de frontières entre la Chine et le Vietnam. Et j'ai déjà dit comme ça au début. C'est qui reflète des complexités régionales et internationales. Oui, c'est ça, c'est le problème.